la jeune génération a des difficultés colossales avec l'orthographe que, me semble-t-il, ma génération ou a fortiori la génération du dessus n'avait pas forcément, parce que le rapport instantané à tous ces réseaux sociaux, ces plateformes numériques, l'IA, nous dédouane d'avoir à faire un effort continu en termes d'orthographe, par exemple. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission « Il était une fois ». Ce soir, nous accueillons Gaël Giraud. Bonsoir Gaël Giraud. Bonsoir. Vous avez publié « Le capital que je ne suis pas ». Avez-vous peur de l'intelligence artificielle et des plateformes numériques? Alors, c'est un livre que j'ai publié en 2024, en mars, chez Fayard, avec une co-auteure qui s'appelle Anna Lombert, qui est philosophe, maître de conférence à Paris, et qui essaye de donner un point de vue intermédiaire, disons, sur la question de l'intelligence artificielle, des plateformes numériques, des réseaux sociaux, intermédiaire entre deux écueils que nous voulons éviter. D'un côté, si vous voulez, une minimisation de l'importance de ces transformations dans notre société, qui dirait, au fond, si vous voulez, c'est des techniques comme les autres. On a eu le lave-linge, les essuie-glaces sur les voitures, et maintenant on a l'intelligence artificielle. C'est juste une technique de plus, il faut s'adapter, être gentil avec la machine. Alors nous croyons que c'est beaucoup plus sérieux que ça. Mais de l'autre côté, il y a un autre écueil à éviter qui est de dire en fait c'est l'apocalypse, les machines vont nous remplacer, l'intelligence artificielle sera plus qu'humaine, voilà. Alors nous disons en fait ces deux écueils-là sont trompeurs et nous essayons de trouver une voie médiane qui est à la fois critique, porteuse de propositions et vigilante sur l'impact réel de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux et des plateformes numériques dans nos vies. Voilà. On s'aperçoit que tous les domaines sont concernés, qu'il s'agisse de la médecine, de l'enseignement, de la justice. Ah oui, partout, partout. Alors par exemple, si vous voulez, aux États-Unis, donc c'est des exemples qu'on donne dans le livre, vous avez des juges aujourd'hui qui sont contraints de faire appel à un logiciel d'intelligence artificielle qui est supposé avoir ingurgité la totalité de la jurisprudence américaine, qui va analyser le cas qu'on est en train de traiter en cours et qui va donner un jugement. Le jugement qui serait statistiquement celui qu'on aurait pris historiquement depuis toujours. Voilà, ce qui est évidemment faux. Et ce qu'on constate, c'est que c'est de plus en plus difficile pour les juges de porter un jugement qui soit différent de celui de la machine. Or, si un jour on devait obliger les juges à se conformer à ce que dit la machine, alors on serait condamné à reproduire tous les biais historiques de la justice américaine, qui est notoirement raciste, misogyne, très défavorable aux hispanos, aux hispaniques, aux noirs, etc., dans la société américaine. Donc si on veut en fait que la justice puisse se renouveler et que l'exercice de la justice soit un lieu de jugement, responsable par un être humain, alors il ne faut surtout pas lui substituer une machine. Et on pourrait dire la même chose, mutatis mutandis, pour par exemple le diagnostic médical. Alors on a de plus en plus de diagnostics aujourd'hui qui sont faits par des machines avec de l'intelligence artificielle. Alors à la fois on pourrait dire que c'est très utile, par exemple pour essayer de dépister des cancers, mais le grand risque, c'est que le diagnostic global posé par un humain qui rencontre un autre humain et qui, de l'intérieur de cette rencontre, pose un jugement global sur la totalité de la personne, ça ne peut pas être fait par une machine, vous voyez. Justement, quelle est la singularité humaine? Qu'est-ce qui fait que voilà, les humains sont quand même différents les uns des autres? Alors, la singularité humaine la plus profonde, c'est celle que nous essayons de mettre en avant dans le livre, c'est notre capacité à avoir, disons, des actes d'interprétation libres. Je vous donne un exemple très simple que nous détaillons dans le livre, qui est, si vous allez sur YouTube et que vous écoutez de la musique, alors le moteur de recherche YouTube enregistre vos goûts, et en fait c'est vous qui êtes scanné par YouTube, et puis finit par vous proposer des morceaux de musique qui correspondent aux goûts que vous avez manifestés dans le passé. Supposons que vous aimiez beaucoup la musique de Jean-Sébastien Bach, parce que vous avez bon goût, et puis, alors il va vous proposer des tas de musique de Bach, bon, de la musique baroque, voilà. Et puis supposez que vous aimiez aussi beaucoup, parce que personne n'était à une contradiction près, la musique de Rachmaninov, Sergei Rachmaninov, qui est un grand compositeur russe du début du XXe siècle. Bon. Ces deux univers esthétiques, musicaux, intellectuels, philosophiques n'ont rien à voir l'un avec l'autre. On a d'un côté un protestant, disons, allemand, luthérien du XVIIe, XVIIIe siècle, et puis de l'autre côté, un russe, culturellement orthodoxe du début du XXe. Et alors, évidemment, YouTube sera bien en peine de vous proposer une synthèse de ça. Or, il y a quelqu'un, mais c'est un être humain, ce n'est pas une machine, qui a fait la synthèse, qui a fait un acte d'interprétation pour à la fois proposer une synthèse de Bach et de Rachmaninov. Et cet homme, c'est Shostakovich, un grand compositeur russe, soviétique, qui était, disons, nourri de la tradition de l'école de Saint-Pétersbourg, dont venait Rachmaninov,
mais qui a écrit 24 préludes et fugues sur le modèle de Bach. Alors, notre argument, c'est de dire l'acte d'interprétation libre qui fait du neuf, de l'inédit dans nos vies, qu'a posé Shostakovich en composant sa musique, aucun logiciel d'IA ne pourra jamais le faire. Hein. Gaël Giraud, est-ce que vous voyez aussi avec l'IA et toutes ces plateformes numériques un risque pour la démocratie? Alors, il y a un véritable risque parce que, si vous voulez, regardons comment ça fonctionne avec quelque chose comme ChatGPT ou Perplexity ou ce genre de chatbot, versus ce que fait Wikipédia sur Internet. Wikipédia est une plateforme de connaissances, de partage de la connaissance, entièrement transparente. Vous avez un historique complet de toutes les interventions sur une page. N'importe qui peut contribuer. C'est ouvert à tous. Et rien n'est caché. ChatGPT ou d'autres chatbots du même genre, construits sur de l'intelligence artificielle générative, c'est une boîte noire, complètement opaque. Personne ne sait comment les logiciels ont été construits. Il y a sous-jacent au fonctionnement de cette machine des esclaves kényans qui passent leur journée et leur vie à sélectionner les datas sur lesquelles fonctionnent ces logiciels pour éliminer toutes les données qui seraient racistes, antisémites, xénophobes ou pornographiques ou que sais-je, et qui par ailleurs bousillent leur vie à faire ça. Voilà. Ils sont payés au lance-pierre, évidemment. Et vous pouvez très facilement être manipulé par ChatGPT. Voyez ? Et donc, un débat public organisé d'un côté façon Wikipédia et organisé de l'autre côté, nourri, entretenu par des chatbots du type ChatGPT, ça n'a rien à voir. Et la seconde est extrêmement dangereuse pour la démocratie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de devenir paresseux? Parce que finalement, ces machines sont quand même, reconnaissons-le, particulièrement confortables. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de... Alors, c'est aussi un risque que nous soulignons dans le livre qui est majeur, qui est que finalement, nous nous abrutissions. Ou bien, pour reprendre une expression du philosophe Bernard Stiegler, qui est reprise par Anna Lombert, il y a un risque de prolétarisation de l'usager de l'intelligence artificielle. Je prends un exemple très simple, l'orthographe. La jeune génération a des difficultés colossales avec l'orthographe que, me semble-t-il, ma génération ou a fortiori la génération du dessus n'avait pas forcément. Pourquoi ? Parce que le rapport instantané à tous ces réseaux sociaux, ces plateformes numériques, l'IA, en fait, nous dédouane d'avoir à faire un effort continu en termes d'orthographe, par exemple. Mais on pourrait dire la même chose pour ce qui est de l'apprentissage des langues. Bientôt, on a déjà des logiciels qui traduisent instantanément dans toutes les langues que vous voulez. Alors pourquoi apprendre une langue ? On ne va plus apprendre de langue. En fait, on va apprendre à se servir d'un logiciel qui va traduire à notre place. Voilà. Or ça, c'est un appauvrissement de notre faculté humaine d'interprétation. Parce qu'apprendre une langue, c'est apprendre une culture, une civilisation, une histoire, rencontrer des hommes et des femmes. Ce n'est pas juste transmettre une information et un message, vous voyez ? Alors, avant de conclure, peut-être l'occasion d'esquisser quelques alternatives possibles. Voilà, la troisième partie du livre est consacrée à des propositions alternatives. Et ce que nous essayons de montrer, c'est que la situation n'est pas du tout désespérée, mais qu'il y a, par exemple, des moteurs de recherche contributifs, je pense à Tournesol, où les recommandations ne sont pas faites par des algorithmes que nous ne connaissons pas, mais par des internautes, par des humains, qui disent, voilà, je vous recommande tel film, tel podcast, telle musique, pour telle et telle raison. Et il y a un vrai débat, en fait, et un vrai discernement collectif qui peut s'opérer à travers une plateforme comme Tournesol. Et puis nous disons également, vous voyez, tout ce qui concerne les communs numériques, cher à un observateur belge, Michel Bowens, le peer-to-peer, des relations horizontales entre internautes, ça c'est très intéressant et ça permet d'avoir de l'intelligence partagée. Vous voyez, c'est exactement le contraire de ChatGPT. Ça, c'est véritablement l'Internet de demain. Et ce que nous montrons également dans le livre, c'est qu'on peut aller jusqu'à reconstruire l'architecture d'Internet. Il y a des propositions dans ce sens. Je pense notamment à Dfinity, de manière à avoir un Internet vraiment décentralisé et qui ne puisse pas être capturé finalement par un petit nombre de grandes entreprises privées qu'on appelle aujourd'hui les GAFAM. Eh bien, Gaël Giraud, merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Ce livre, Le Capital que je ne suis pas, a été publié aux éditions Fayard. Si vous souhaitez revoir cette émission ou une précédente, il suffit de vous rendre sur le site Ovio ou sur celui de Catobel. À très bientôt pour une prochaine rencontre.